Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un maçon noir parle 9 langues devant un PDG millionnaire, la suite? Incroyable. New York. 6h42 du matin. Les premières lueurs du jour effleurent les gratte-ciel de Manhattan, projetant des reflets dorés sur les façades de verre encore humides de la nuit. La ville, jamais vraiment endormie, s'étire avec un grondement sourd. Les klaxons résonnent au loin, mêlés aux pas pressés des livreurs, aux appels de rue des marchands de café ambulants, et aux battements lourds des chantiers qui s'éveillent. Au pied de la tour Kingsley One, joyau d'architecture en pleine construction, le sol tremble sous le balai des grues et des engins. Les ouvriers arrivent au compte-gouttes, certains encore les yeux mi-clos, d'autres avec l'énergie nerveuse de ceux qui savent que chaque minute est un combat contre le temps. C'est un chantier imposant, stratégique, qui attire l'attention de toute la ville. Un symbole du pouvoir vertical, une promesse de luxe et de domination du ciel. Parmi la cinquantaine d'hommes et de femmes en uniforme fluo, un seul semble ne pas être avalé par la cadence de la ville. Il marche sans se presser, sac en toile usé sur l'épaule, casque à la main. Ses pas sont assurés, calmes, presque méditatifs. Il s'appelle Malcolm Avery. La quarantaine bien entamée, une carrure forgée par des années de labeur, Malcolm est le genre d'homme qu'on remarque sans trop savoir pourquoi. Ce n'est pas son allure, salopette grise légèrement délavée, bottes épaisses, t-shirt noir, mais son calme souverain, cette aura de solidité tranquille qu'il dégage, qui impose le respect avant même qu'il ne parle. Et justement, il parle peu. Mais quand il le fait, c'est avec une justesse qui force le silence. Il ne cherche pas à impressionner. Il observe. Il écoute. Et surtout, il comprend. Il comprend les plans aussi bien que les tensions humaines. Il comprend les gestes, les silences, les regards. Sur le chantier, on dit qu'il voit avant les autres. Personne ne sait vraiment d'où il vient. Mais ceux qui ont pris le temps de lui poser la question, rarement, ont appris ceci: Malcolm est né dans le Bronx, dans une famille métissée d'intellectuels et d'exilés. Son père, Ademola Avery, était un diplomate nigérian en poste aux Nations Unies. Sa mère, Elise, était une professeure de littérature afro-américaine, passionnée de poésie haïtienne et de James Baldwin. Leur appartement était un carrefour de langues, de livres, de débats animés entre amis exilés, d'odeurs d'épices africaines et de vinyles de jazz. À 12 ans, Malcolm parlait déjà couramment l'anglais, le yoruba et l'espagnol. Il apprenait le français en cachette, en lisant Le Petit Prince dans la version originale, offerte par un voisin sénégalais. À 13 ans, il pouvait traduire les discours de son père à l'ONU, assis dans le fond des salles de conférence, notant chaque mot, chaque inflexion. Il rêvait de devenir interprète, ou diplomate comme son père. Il rêvait de voyages, de conférences, de ponts entre les cultures. Mais à 14 ans, tout a basculé, accident de voiture. Son père meurt sur le coup. Sa mère, fragilisée par la perte, tombe malade. Le rêve de Malcolm s'écroule. Il quitte l'école, enchaîne les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses 2 petites sœurs. Il découvre le chantier par nécessité. Le béton remplace les livres. Le marteau, les stylos. Mais même là, il observe. Il apprend les gestes comme il apprenait les langues, par immersion, par patience, par respect du rythme. Il devient maçon. Pas par choix, mais par devoir. Pourtant, jamais il n'a cessé de lire. Dans son sac, toujours un dictionnaire, un manuel technique en allemand ou un recueil de proverbes japonais. Sur ses pauses, il écoute des podcasts russes, révise la grammaire portugaise, ou apprend les idéogrammes chinois à la lumière de sa lampe frontale. Le monde l'a poussé vers le bas. Mais il a continué à s'élever, intérieurement. Chaque langue qu'il apprenait était une pierre de plus à sa propre cathédrale invisible. Un homme bâti de silence, de mots étrangers, de dignité tranquille. Et ce matin-là, sans que personne ne le sache encore, le monde allait enfin découvrir ce que Malcolm Avery valait vraiment. Ce matin-là, le chantier était sous tension. Une sorte d'électricité lourde flottait dans l'air, entre le ronronnement des moteurs, les cris de coordination et le martèlement des outils. Le contremaître, Franck Delaney, un homme rude au crâne rasé et à la voix grave,
consultait sa montre toutes les 2 minutes. Une livraison capitale de poutres métalliques devait arriver à 7h30. Elle était déjà en retard de 10 minutes. À 7h47, enfin, un camion massif arriva en reculant lentement. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années, portait un gilet orange et une casquette à l'effigie d'un club de football tchèque. Il descendit à moitié de son siège, examina les consignes affichées sur le panneau, fronça les sourcils, puis remonta dans sa cabine. Frank s'approcha en hurlant. « Back it up. Right there. Left. No, your other left. » Mais le chauffeur ne bougeait pas. Visiblement, il ne comprenait rien. Pire, il semblait angoissé, ne sachant ni où aller ni à qui faire confiance. La file de camions derrière lui s'étendait sur 2 pâtés de maison. Les ouvriers commençaient à râler. Des cris, des gestes désordonnés, des klaxons. « C'est quoi ce bordel ?» cria l'un. « Il bloque tout le site. On va perdre la matinée à cause de ce type. » Frank frappa le flanc du camion de sa paume, énervé. « Move the damn truck. » Mais le chauffeur, crispé, ferma sa vitre. Et puis, Malcolm bougea. Il reposa doucement son marteau sur une pile de briques, s'essuya les mains sur un vieux chiffon, et s'approcha du chaos avec une lenteur tranquille. Aucun stress sur son visage. Juste une sorte de gravité bienveillante. Il s'avança jusqu'à la cabine, leva calmement les mains pour ne pas effrayer le chauffeur, puis dit d'une voix posée, presque rassurante. « Ne boitse. Pomuvam. Jen kuvnt pomalu, jiavamuko sestu. N'ayez pas peur. Je vais vous aider. Reculez doucement, je vous guide. » Le silence tomba. Le chauffeur cligna des yeux. 1, 2 fois. Il regarda Malcolm comme s'il venait d'entendre la voix de sa mère. Lentement, il ouvrit la porte, descendit du camion, puis hocha la tête avec reconnaissance. « Kuju. Nemat Zeda, » répondit Malcolm en souriant. « Je vous en prie. » Il déplaça les cônes, fit des gestes précis de la main, guida le camion avec fluidité dans l'allée latérale. En moins de 2 minutes, tout était débloqué. Un silence respectueux se répandit autour de lui. Puis, un ouvrier souffla. « Attends. Il parle tchèque maintenant ?» Un autre, la bouche à moitié ouverte, répondit. « Je pensais qu'il venait juste de Harlem. » À peine 1 heure plus tard, le calme retrouvé est brisé par l'arrivée d'un ingénieur italien venu de Milan, Giovanni Ferrucci, contracté pour valider les structures métalliques du 2e niveau. Il entre en trombe, les plans à la main, le visage rouge de colère. « Ma ce accent grave un problema. Il livello du non è simmetrico. Non hanno capito il progetto. » Personne ne comprend. Le contremaître hausse les épaules. Giovanni continue à parler vite, gesticulant. Malcolm s'approche, prend doucement les plans, les déplie sur une table de chantier, les étale. « Mi scusi, ma ce accent grave un error nel livello du. Le travi de vono esser spostat di 50 centimetri. Guardi qui, la colonna des 4. Excusez-moi, mais il y a une erreur au 2e niveau. Les poutres doivent être déplacées de 50 cm. Regardez ici, la colonne des 4. Giovanni s'interrompt net. Il le fixe, déconcerté, puis hoche la tête lentement. Il se met même à sourire. Finalement, qualcuno ce capis. Enfin, quelqu'un qui comprend. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais la matinée ne faisait que commencer. 10h20, un technicien allemand débarque, paniqué par une alarme électrique dans les conduits. Malcolm l'accueille en allemand, lui montre calmement les schémas de câblage. 11h15, un client brésilien de passage pose une question au superviseur. Celui-ci s'embrouille. Malcolm s'approche, discute avec l'homme en portugais du Brésil, plaisante même sur un proverbe populaire. Le client rit aux éclats. 11h50, un investisseur chinois, Monsieur Hang, arrive pour une inspection imprévue. Son traducteur est en retard. Il s'impatiente. Malcolm s'avance, s'incline légèrement, et l'accueille en mandarin fluide. L'homme s'arrête, ébahi, puis engage la conversation avec plaisir. Chaque fois,
Le même silence derrière lui. Les ouvriers, les superviseurs, même le contremaître, s'arrêtent pour regarder. Le chantier, peu à peu, devient spectateur d'un phénomène. Malcolm Avery. Maçon. Polyglotte. Diplomate du béton. Il ne hausse jamais la voix. Il ne se vante pas. Il se contente de faire avec élégance. Un jeune ouvrier nommé Trevor, casque de travers et sandwich à la main, chuchote. Ce gars-là, c'est pas un simple maçon. C'est un génie caché. Et pour la première fois depuis le début du projet, le chantier ne bruisse plus de bruit, mais d'admiration. Tour Kingsley 1, 57e étage. La lumière du matin se faufile à travers les vitres panoramiques du bureau de Richard Kingsley, illuminant les maquettes architecturales méticuleusement alignées sur les étagères. Un bureau en bois sombre, sans une feuille qui dépasse. 2 écrans affichent les courbes de progression du projet. Rien n'échappe à Kingsley. Pas même un boulon mal placé. Homme au port rigide, vêtu d'un costume en laine grise parfaitement ajusté, Kingsley est l'image même du self-made man moderne. Froid. Efficace. Il a bâti un empire à la force de son ambition. Ancien enfant de la classe moyenne, il a refusé l'héritage de la médiocrité. Son regard bleu acier scannait les rapports comme un chirurgien une plaie. Il a la réputation d'un homme redouté, pas aimé. À ses côtés, Chloé Grant, son assistante personnelle, brillante et précise, tente de lui faire un brief verbal. Le rapport de la matinée est mitigé. La livraison des poutres a été débloquée finalement, mais... Mais quoi, coupe-t-il, sec. Je pense que vous devriez voir par vous-même. Il y a quelque chose d'inhabituel. Il se redresse, ferme son carnet, puis dit d'une voix glacée. Préparez l'ascenseur. Je descends. Je veux comprendre pourquoi ce chantier traîne, et qui ose le faire ralentir. Rez-de-chaussée. 9h58. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Kingsley fait un pas sur le béton brut, suivi de Chloé, et se fige. Le chantier, normalement un espace de cris et de poussière, est étrangement silencieux. Une foule d'ouvriers forme un demi-cercle, visiblement captivé. Au centre, un homme en salopette, bras croisés, est en train d'échanger quelques mots en chinois avec un homme en costume venu pour une inspection. Le ton est posé. Digne. Aucun doute, il maîtrise la conversation. Kingsley se tourne vers Frank Delaney, le contremaître, qui arrive précipitamment, visiblement nerveux. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Pourquoi tout le monde regarde ce type comme s'il venait de marcher sur l'eau? Frank hésite, puis souffle. C'est Malcolm Avery, monsieur. Un maçon. Mais ce matin, il a désamorcé 3 situations critiques. Un chauffeur tchèque paniqué, une erreur de structure italienne, une panne technique allemande. Il a parlé avec chacun, dans leur langue. On a vérifié, il parle 9 langues. Kingsley plisse les yeux. Il pense à une blague. Une farce. Vous vous moquez de moi? Non, monsieur. Même le client chinois a demandé à qui il appartenait. Kingsley fait quelques pas vers le cercle. Le silence se fait autour de lui, comme si l'air s'était figé. Tous s'écartent pour le laisser passer. Et là, il le voit. Malcolm. Droite silhouette. Regard calme. Poussière sur les bottes, mais dignité sur le front. Il ne baisse pas les yeux. Il ne recule pas. Il ne cherche pas à plaire. Il attend. Il existe. Un simple maçon, qui ne semble pas l'être du tout. Malcolm avance, tend la main avec une assurance tranquille. Bonjour, monsieur Kingsley. On ne s'est jamais rencontrés, mais je connais bien votre parcours. Votre livre Résilience verticale m'a inspiré. Kingsley reste interdit. Sa main, presque malgré lui, serre celle de Malcolm. Résilience verticale? Vous l'avez lu? 3 fois. Je l'ai même annoté. Page 147, vous citez Anthony Gaudi, mais la citation est en réalité de son assistant Domenech Sugran. Un silence coupant. Même Chloé, pourtant habituée à tout, lève les yeux, bouche entr'ouverte. Kingsley le fixe. Ce regard qu'il réserve aux grandes décisions,
aux négociations à millions de dollars. Ce regard qui dissèque. Cherche la faille. Il n'en trouve pas. Devant lui, il n'y a ni prétention, ni soumission. Il y a une forme d'intelligence tranquille, patiemment bâtie. Un roc. Où avez-vous appris tout ça, demande-t-il finalement, presque à voix basse. Malcolm répond sans détour. Dans les livres. Dans les rues. Dans les erreurs. J'ai appris pour ne pas m'effondrer. Kingsley reste là, silencieux. Quelque chose bouge en lui, imperceptiblement. Une faille dans l'armure. Il n'est pas souvent surpris. Encore moins impressionné. Mais là, il sent qu'il est en train de rencontrer un homme hors cadre. Le lendemain matin, la lumière dorée inonde la baie vitrée du sommet de la tour Kingsley. Perchée au 57e étage, cette salle de réunion ressemble plus à un cockpit surplombant la ville qu'à un bureau ordinaire. Les gratte-ciel alentour paraissent presque humbles en comparaison. C'est là que Malcolm Avery, le maçon discret devenu sujet de conversation de toute l'entreprise, est invité pour la première fois. Il entre en silence. Pas de salopette ce jour-là. Il a troqué son bleu de travail pour une chemise blanche, bien repassée, mais sans cravate. Un pantalon sombre, des chaussures usées mais propres. Il n'a pas cherché à jouer un rôle, ni à impressionner. Il est resté lui-même. Richard Kingsley l'attend, seul, les mains dans le dos, devant l'immense vitre. Son regard ne quitte pas l'horizon. Il parle sans se retourner. On voit loin, d'ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on voit clair. Malcolm reste debout. Il ne sait pas s'il doit s'asseoir. Il attend. Kingsley se retourne finalement. Il l'observe en silence pendant de longues secondes, comme s'il tentait de lire en lui ce que le monde entier semble avoir raté. Puis, il rompt enfin le silence, d'une voix grave, calme. Vous êtes exactement ce que ce monde oublie de regarder. Malcolm cligne des yeux. Vous avez une richesse qu'on n'enseigne pas à Harvard. Une forme d'intelligence rare, enracinée dans la survie, l'effort, l'observation. Il fait quelques pas vers la table et y dépose un dossier épais, frappé du logo Kingsley Group. J'ai un projet. Je veux le construire avec vous. Il ouvre le dossier. Ça s'appelle Global Build. C'est un programme international. Une initiative pour former, intégrer et valoriser les ouvriers migrants. Une école, une plateforme, un mouvement. On y enseignera les langues, les compétences techniques, la culture de la sécurité, mais aussi la dignité. Parce que personne ne devrait devoir s'excuser d'être compétent en silence. Il le fixe droit dans les yeux. Et je veux que vous soyez le directeur pédagogique. Le visage du programme. Malcolm reste interdit. Moi. Oui, vous. Pas un bureaucrate. Pas un consultant. Quelqu'un qui sait ce que c'est que de poser une poutre à main nue sous le soleil. Quelqu'un qui sait ce que c'est que de traduire la douleur d'un collègue qui ne trouve pas ses mots. Quelqu'un qui n'a pas oublié le goût du béton, même quand il lit de la poésie en mandarin. Le silence retombe. On n'entend que le lointain bourdonnement de la ville. Malcolm baisse les yeux, cherche ses mots. Son poing se referme doucement sur le bord de sa chemise. Pourquoi moi, monsieur Kingsley? Je suis juste un gars qui voulait pas sombrer. Kingsley s'approche. Il pose doucement sa main sur l'épaule de Malcolm, un geste rare chez cet homme connu pour sa froideur. Justement. Parce que vous êtes resté debout. Le monde écoute ceux qui montent sur des estrades, mais il apprend de ceux qui tiennent les fondations. Un long silence. Puis Kingsley conclut, en désignant la ville à travers la vitre. Il est temps que le monde écoute ceux qu'il regarde de haut. Malcolm inspire profondément. Son regard se perd un instant dans les nuages. Une nouvelle mission. Un nouveau combat. Mais cette fois, pas pour survivre. Pour bâtir. 3 mois plus tard, dans une salle de conférence somptueuse au cœur de Genève, le sommet mondial des entreprises sociales bat son plein. Des délégations venues des 4 coins du globe sont réunies, chefs d'État, philanthropes, investisseurs, architectes renommés, journalistes spécialisés. Sur la scène principale, les projecteurs balaient un pupitre sobre, orné du logo du sommet. Le public retient son souffle, attendant le prochain intervenant.
Puis, la musique se tait, et une silhouette apparaît. C'est Malcolm Avery. Il avance avec assurance, vêtu d'une veste de chantier parfaitement repassée, un pantalon sobre, une chemise blanche immaculée. Il incarne la simplicité mêlée à l'élégance discrète. Un murmure parcourt la salle, le maçon devenu porte-voix. Malcolm s'arrête au pupitre. Il regarde la foule, sourit doucement. Sa voix s'élève, claire, posée. Good morning, ladies and gentlemen. Il entame son discours en anglais impeccable, articulé avec fluidité, le ton juste. Puis, sans transition, il passe au français. La connaissance n'a pas de classe sociale. Elle est là pour ceux qui l'aiment. Un murmure d'approbation s'élève. Il continue en arabe, puis en mandarin, en espagnol, en portugais, touchant chacun dans sa langue, tissant un lien puissant. Les chefs d'État échangent des regards surpris, certains enregistrent, d'autres ferment les yeux, émus. Les mots de Malcolm sont simples, mais lourds de sens. La connaissance ne doit pas être un privilège. Elle est un droit. Un pont. Une lumière qui éclaire les mains qui bâtissent nos villes, nos rêves. L'auditorium tout entier se lève, dans une ovation debout. Les applaudissements roulent comme une vague. Certains se lèvent, d'autres se mouillent la joue discrètement. De retour sur les chantiers de Kingsley Corporation à travers le monde, une nouvelle tradition est née. À côté de chaque première pierre posée, discrètement apposée, se trouve désormais une petite plaque en métal, sobre, élégante, gravée en plusieurs langues. La dignité est multilingue. Le génie peut porter une salopette. Emma. Les ouvriers la regardent parfois avec un sourire complice. Cette inscription est devenue un symbole de respect et d'espoir. Parmi les équipes, une rumeur circule doucement. Chaque soir, quand les machines se taisent et que les lumières du chantier s'éteignent, un homme revient. Un homme qui ne cherche pas la lumière. Un homme qui remet en ordre les outils, nettoie les casques, veille à ce que chaque planche, chaque clou soit à sa place. Un gardien silencieux. Un maçon au grand cœur. Cet homme, c'est Malcolm Avery. Quand on lui demande pourquoi il fait cela, il répond simplement. L'humilité, elle aussi, parle toutes les langues. Et dans ces gestes simples, dans ce dévouement quotidien, il enseigne au monde une vérité essentielle: la grandeur ne se mesure pas à la taille des gratte-ciel, mais à celle des cœurs qui les construisent.